Alors, je sortais d'un bar, je tombe sur un type, un grand type, en train de frapper une femme. Et là, instinctivement, j'avance et il m'a envoyé un enchaînement jusqu'à ce qu'en fait, je chute de ma hauteur et que je m'éclate la tête contre le trottoir. La vigilance, l'évitement et la fuite sont toujours les meilleures façons d'assurer votre protection face à un risque d'agression. Mais dans certaines situations, cela n'est pas possible et l'intervention physique devient nécessaire. C'est la défense personnelle. Si apprendre à vous défendre compte pour vous, au besoin pour assurer votre survie ou celle d'une autre personne qui est en train d'être agressée. Vous vous êtes sûrement déjà posé cette question. Comment neutraliser quelqu'un à coup sûr ? Vous avez certainement cherché à apprendre des combinaisons de coups légendaires, comme le fameux coup de tête balayette avec option manchette. Ou vous avez cherché à apprendre la technique d'étranglement qui va endormir à tous les coups votre agresseur. Évidemment, vous voulez des techniques redoutables pour être efficaces le jour J. Genre cassage de bras, cassage de jambes ou frappe dans les parties. Oui, ces techniques existent bel et bien. D'ailleurs, certaines sont si dangereuses qu'elles ne devraient jamais, selon moi, être détaillées publiquement, au risque de tomber entre de très mauvaises mains. Admettons que vous soyez une personne très bien sous tout rapport et que vous connaissiez une ou plusieurs de ces techniques redoutables pour en faire un usage conforme à la loi, même en situation de légitime défense. Si vous êtes face à un agresseur ou si vous êtes témoin d'une agression, êtes-vous bien sûr que vous allez oser utiliser ces techniques de toutes vos forces s'il le faut le jour J? Si vous êtes ne serait-ce qu'un tout petit peu dans l'hésitation au moment de vous défendre ou de défendre quelqu'un d'autre, vos fameuses techniques redoutables risquent d'être beaucoup moins efficaces soudainement, n'est-ce pas? Alors comment pouvez-vous être sûr de ne pas douter un seul instant pour réagir comme il se doit en cas d'agression? La tactique que je vais partager avec vous maintenant est à mon sens la toute première chose qu'on devrait travailler quand on s'engage dans une démarche de défense personnelle. Avant même la gestion du stress provoqué par l'agression, avant même le domptage de notre ego qui nous pousse bien souvent vers le danger. C'est encore plus fondamental pour être déterminé et efficace le jour J, pour vous défendre vous-même ou au besoin si vous voulez être en mesure de défendre d'autres individus, vos enfants, vos proches, voire si vous en êtes bien conscient, des inconnus. La tactique à travailler en priorité dans votre démarche de défense personnelle, ce n'est pas moi qui l'ai inventée. En fait, c'est une vieille idée dans la littérature spécialisée sur la self-défense. Mais comme personne ou presque ne lit sur l'art de se défendre, elle est presque totalement oubliée. J'appelle ça bâtir votre ligne de défense. Je dois vous raconter comment moi-même je me suis rendu compte que bâtir une ligne de défense est absolument indispensable pour être efficace quand les choses tournent mal. Je me rappelle bien de cette situation, trop belle pour être dépourvue de graves répercussions. On est en 2007, dans la plus grande ville d'Écosse où j'ai étudié pendant 1 an. Je sors de l'épicerie près de chez moi, c'était l'avenue Byers Road pour ceux qui connaissent, avec un sac de course à la main. Là, je vois 2 groupes de jeunes qui se croisent devant moi et je vois 2 mâles, 2 petits coqs qui sortent de chaque groupe et qui commencent à se défier comme ça là. Au bout d'un moment, il y en a un qui pousse l'autre violemment et là, instinctivement, j'avance et je me cale entre les deux pour éviter qu'ils reviennent au contact. Je me rappelle que je faisais face à l'un des 2 gars parce que je me souviens de son visage et en anglais, j'ai dû leur dire « Oh les gars, calmez-vous ». Et bizarrement, ça a fait son effet. Les 2 groupes repartent en continuant à s'insulter, mais ils repartent. Personne n'a fait attention à moi. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue parce que personne ne m'a parlé. Ni les 2 bagarreurs, ni leurs copains. Sachez-le, ce genre d'intervention amateur, même quand ça finit bien, c'est à double tranchant. Déjà qu'à l'époque, je pensais plus ou moins être sorti du ventre de ma mère avec des réflexes innés de ninja. Après celle-là, j'ai carrément cru que mon charisme naturel était suffisant pour calmer n'importe qui. Je ne me suis jamais trouvé sur les lieux d'autant de scènes de violence que pendant cette année en Écosse. Je sortais beaucoup le soir et les jeunes boivent beaucoup le soir. Donc j'ai fait plusieurs interventions comme ça, à me prendre en gros pour Jason Statham. C'est qui ces mecs? Sauf que jusque-là, mes interventions étaient à chaque fois improvisées et souvent trop molles, mais je ne m'en rendais pas compte. Jusqu'à ce que je fasse l'intervention molle de trop. Donc là, j'étais rentré en France pour ma dernière année d'études. On était précisément le 6 juin 2008, je le sais parce que c'est marqué sur le constat médico-légal. J'étais sur les grands boulevards, en plein cœur de la capitale. Sur le dépôt de plainte, il est marqué qu'il était environ 2h45 du matin. Alors, je sortais d'un bar,
c'est vrai, mais croyez-le ou pas, j'étais totalement sobre cette nuit-là. Donc je marche tranquille pour rentrer chez moi quand je tombe sur un type, un grand type, qui est en train de frapper une femme. Et là, moi, eh bien, j'interviens comme un amateur. Je vous la fais courte, mais l'agresseur, donc boxeur et sous cocaïne, était beaucoup plus énervé et puissant que moi. Donc il m'a envoyé un enchaînement de coups de poing de boxeur, jusqu'à ce qu'en fait je chute de ma hauteur et que je m'éclate la tête contre le trottoir. Verdict du médecin, langue transpercée de part en part sur 2 cm de large pour laquelle j'ai eu 4 points de suture. Pour vous faire une idée, on pouvait y passer le petit doigt. Paupières coupées par la bague du boxeur, traumatisme crânien avec risque d'hémorragie cérébrale, sans vous parler de l'état de ma bouche, de mes dents et du reste. C'est ça que peut être la réalité d'une intervention si vous n'avez pas cette ligne de défense. À l'époque, j'avais déjà pratiqué plusieurs années un art martial, mais je n'avais jamais étudié la défense personnelle en tant que telle. Vu comment cette intervention s'était finie pour moi cette fois-ci, j'ai bien vu que quelque chose me manquait, que quelque chose n'allait pas. Le problème que j'avais à l'époque de Paris et du boxeur sous cocaïne, ça n'est pas que je manquais de technique. Même si je n'avais pas encore étudié les techniques d'intervention proprement dites, à l'époque j'étais déjà proche d'un niveau ceinture noire et surtout j'avais déjà combattu plusieurs fois, que ce soit sur les tatamis ou dans la vraie vie. J'ai pris le temps de réfléchir à ce qui avait cloché cette nuit-là et je suis persuadé que mon problème principal justement, ce n'était pas comment combattre un individu. Mon vrai problème, c'était de savoir quand combattre jusqu'au bout. Quand m'engager pleinement dans la bataille au risque de tout perdre? Quand intervenir le plus fermement possible face à un agresseur? Je suis prêt à parier que pour la grande majorité d'entre vous, aujourd'hui le problème principal ce n'est pas le comment, les techniques de frappe ou votre force en tant que telle. Pour beaucoup d'entre vous, surtout si vous pratiquez déjà un sport de combat ou un art martial, vous avez déjà un niveau technique suffisant pour intervenir contre les agresseurs, on va dire, du quotidien. Et même si vous ne connaissez pas encore de frappe dévastatrice, bien souvent les hormones viennent à votre secours en une fraction de seconde en vous permettant de mobiliser tout votre potentiel de force et de puissance, que ce soit dans les muscles pour frapper, dans la mâchoire si vous devez mordre, etc. Évidemment, vous avez intérêt à parfaire votre arsenal technique et à vous mettre en condition physique dès que possible. Il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade. Mais si l'on hiérarchise, je dirais que pour vous, dans 95% des cas, votre problème principal, c'est de savoir quand intervenir coûte que coûte. De définir quand vous allez combattre pour de vrai, quand vous êtes prêt ou prête à tout, avec la détermination d'un lion ou d'une lionne. Tout comme l'agresseur, lui, est déterminé à aller jusqu'au bout, et même à vous tuer dans les cas les plus dramatiques. Quel que soit votre niveau technique actuel, si vous n'avez pas défini précisément quand vous allez intervenir et quand vous n'allez pas intervenir, vous resterez dans une hésitation, dans un entre-deux potentiellement fatal pour vous et pour ceux qui vous entourent. On peut tirer un enseignement du principe de fortification pour notre défense personnelle. C'est l'idée d'un seuil, d'un point de non-retour, d'une ligne de défense droite, claire et dangereuse. Il n'y a pas de gris, c'est blanc ou c'est noir. Soit vous êtes en dehors de la ligne, soit vous l'avez franchi, vous avez franchi le seuil, vous êtes dedans. Vous allez peut-être me dire « Attends David, t'es gentil, mais on n'est plus au temps du Moyen-Âge là. On n'est plus au temps des fortifications, on n'est plus aussi tranché qu'à l'époque. » Eh bien figurez-vous que les fortifications modernes sont certainement des lignes plus nettes qu'au Moyen-Âge. Et que ce principe de fortification ressemble encore plus aujourd'hui à ce qu'il faut mettre en place dans notre défense personnelle pour pouvoir vivre sereinement et assurer sa sécurité en toute légalité. Regardez. Avant, c'était « Ah, je te vois arriver là-bas. T'approches pas trop, sinon je te dégomme direct, ok ?» C'est difficilement applicable de nos jours dans le cadre de la légitime défense. Maintenant, c'est « Tant que tu es derrière ma ligne de défense, même si tu te colles à elle, je ne te touche pas. Mais si tu rentres au-delà de ma ligne de défense... j'ai le droit légitime de me défendre. La règle est claire. La ligne à ne pas franchir est de plus en plus claire de nos jours. Eh bien, c'est pareil avec les agressions. Construire une ligne de défense droite, claire et dangereuse est indispensable. Construire votre ligne de défense est indispensable pour votre sécurité, mais aussi pour celle des autres. Maintenant, reprenons ce principe de fortification, de ligne de défense, et voyons comment l'appliquer à la défense personnelle. Pour vous défendre vous-même ou défendre un tiers efficacement, il est indispensable de définir un seuil clair, en deçà duquel vous ne mettez pas du tout votre intégrité corporelle en jeu. Il y a d'autres moyens d'agir face à des agresseurs, notamment pour venir en aide, vous pouvez appeler les secours. Et donc un seuil au-delà duquel vous impliquez complètement votre corps.
votre psychique, et au-delà duquel, dans le pire des cas, vous êtes prêt à mettre votre vie tout entière si vous êtes tué par les agresseurs. Un seuil au-delà duquel vous mettez tout en jeu dans votre action défensive. Maintenant, si vous vous dites « Ouh là là, lui il se prend trop la tête. La vie c'est la vie. Si la situation se présente, je vais faire ce qu'il faut et on verra après. » Permettez-moi de vous rappeler que la démarche de défense personnelle vise avant tout à protéger votre intégrité corporelle, qui sera peut-être longuement menacée suite à l'action défensive que vous aurez effectuée contre un agresseur, en cas de représailles soigneusement planifiées sur vous ou vos proches. Si vous reprenez la ligne de métro où vous vous êtes défendu, si vous réempruntez la même rue où vous aviez repoussé un jeune en train d'essayer de voler une vieille dame, ou si vous vous retrouvez devant les tribunaux parce que l'agresseur que vous avez combattu est mal tombé sur la tête, décède, et que vous allez faire un petit séjour en maison d'arrêt, bonne chance. C'est aussi ça la protection de son intégrité corporelle, avant, pendant et après la confrontation avec l'agresseur. Une action défensive contre un ou plusieurs agresseurs n'implique pas que votre corps. Et ça, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans les cours d'arts martiaux, de self-défense, on a beaucoup trop tendance à l'oublier. Les conséquences de votre action défensive peuvent être absolument dramatiques pour vous et ceux que vous aimez, ça il faut le savoir. À partir de ce constat, vous avez intérêt à bien réfléchir tout de suite aux personnes et aux circonstances qui méritent selon vous que vous mettiez tout ça en jeu. La charge financière en cas de procès, surtout si vous le perdez. Les dommages physiques que vous pourriez subir, parfois irréversibles, jusqu'au fait de priver vos enfants d'un de leurs parents, si vous n'aviez pas vu que l'agresseur qui semblait désarmé dissimulait en réalité un couteau. Donc tout ça, pour qui et pourquoi vous intervenez coûte que coûte, il faut le déterminer en amont, au calme et en détail, pour ne pas avoir le moindre doute si un jour il faut agir, mais aussi pour limiter les regrets après avoir agi. Puisqu'il n'y a évidemment aucune obligation légale de se mettre soi-même en danger de mort pour défendre un tiers, la réponse à cette question appartient à chacun de vous. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous souhaitez avoir une défense efficace, vous devez vous poser la question. Alors vous pensez peut-être que se poser cette question de la ligne de défense, réfléchir aux cas où on interviendra et les cas où on n'interviendra pas physiquement, c'est essayer de se trouver des excuses pour ne pas intervenir en cas d'agression, que c'est un moyen de justifier un manque de courage. Vous vous rappelez de mon intervention sur les grands boulevards à Paris? Oui, le fait que je m'implique physiquement a permis de faire cesser les coups qui étaient portés à la victime. Parce que pendant un instant, l'agresseur a redirigé sa violence contre moi. Mais écoutez bien la suite. L'agresseur a peut-être rattrapé la victime quelques minutes plus tard pour continuer ses sévices, pour recommencer ses violences sur elle. Peut-être même avec un niveau d'acharnement pire qu'avant mon intervention, du fait de l'adrénaline provoquée par la confrontation avec moi. Donc dites-vous bien qu'en intervenant de manière non préparée, non déterminée pour aider quelqu'un, simplement avec vos gros bras, ou simplement avec vos intentions chevaleresques, vous risquez dans beaucoup de cas de mettre la personne que vous voulez aider encore plus en danger que si vous n'étiez pas intervenu physiquement par votre amateurisme, par votre action potentiellement inefficace et votre manque de détermination à 100%. Et oui, voilà une autre réalité que bien peu veulent voir en face. Intervenir pour aider les autres, c'est utile et c'est noble. Mais si vous le faites, faites-le bien. Comme on me l'a dit une fois, l'intervention ne s'improvise pas. Faites-le si vous l'avez décidé et si vous êtes préparé. Sinon, vous risquez tout simplement la catastrophe pour vous-même et pour les autres. Et cela nous amène à un point encore plus crucial. La ligne de défense peut protéger le peuple. Notre société évolue et pas dans le bon sens en matière de sécurité. Si vous pensez encore le contraire, c'est que probablement vous n'avez pas mis le nez dans les chiffres. On a un seul indicateur à peu près stable depuis la création de l'État civil par François Ier en 1539, c'est l'indicateur de l'homicidité, c'est-à-dire le nombre de personnes assassinées et tuées de manière violente et pas du tout de manière ordinaire ou du fait d'une pandémie. Cet indicateur-là, il est en forte augmentation et l'année dernière, 2019, aura été la pire quantitative de l'histoire statistique moderne, c'est-à-dire depuis 50 ans, puisque entre tentatives d'homicide, qui ne sont que des homicides ratés, homicides, coups et blessures volontaires ayant entraîné de la mort sans l'intention de la donner, et règlement de compte entre malfaiteurs, on a atteint le plus haut niveau depuis 50 ans, un retour en 20 ans qui est une réalité. Donc la violence homicide en France est réelle, elle dépasse très largement le fait divers, les bagarres et les violences, et il est vrai, il faut le reconnaître, qu'il y a un sentiment et une réalité clinique de la violence ordinaire qui est extraordinairement sensible avec cet indicateur-là
qui, lui, n'est pas lié aux commentaires médiatiques, mais à la réalité physique. Il est donc temps de nous adapter collectivement, nous aussi, les honnêtes citoyens, à ce changement. Il est temps de nous adapter tactiquement à l'évolution des délinquants. Vous le savez, la police ne peut pas être là à chaque coin de rue ou dans chaque rame de tramway pour protéger tout le monde. Il est donc d'utilité publique qu'un maximum de monde définisse précisément sa ligne de défense. Non pas pour avoir une excuse de rester assis quand quelqu'un se fait agresser dans le métro, mais justement pour que de plus en plus de gens soient prêts à intervenir efficacement pour défendre les autres dans des situations qu'ils auront définies à l'avance. La ligne de défense est un outil de retour à une entraide et à une fraternité réelle entre les citoyens. Physique, active, parce que vous l'aurez décidé avec l'avis de vos proches et que vous serez prêt à tout donner pour les autres dans certaines situations de manière responsable. Vous le voyez maintenant, bâtir votre ligne de défense est nécessaire pour vous, pour vos proches et pour la société. Si je vous en parle, c'est que c'est à la portée de tout le monde d'utiliser cette tactique. Mais malheureusement, tout le monde ne va pas y parvenir. Quand j'ai découvert la tactique de la ligne de défense, il m'a tout de suite paru évident que je devais bâtir la mienne immédiatement. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai méthodiquement analysé tous les cas de figure de violence qui pouvaient se présenter à moi et j'ai fait des choix clairs et précis. Ça demande un vrai travail de réflexion dont on n'a pas du tout l'habitude quand on parle self-défense, art martial, etc. On est plus habitué à frapper dans un sac, dans des paos, à se vider la tête justement. La plupart des gens prennent la self-défense comme un exutoire, voire un déversoir, au lieu de la prendre comme une activité de production, de construction de leur propre sécurité. Laissez-moi faire une petite mise au point, amicale mais importante. Si vous pensez que le fait d'apprendre un art martial ou d'apprendre à boxer suffit à maximiser votre sécurité dans la vraie vie, vous risquez de vous retrouver tôt ou tard la tête en sang sur le trottoir comme moi à Paris. Faites ce test. Demandez aux gens s'ils ont une ligne de défense claire, s'ils savent pour qui ils seraient prêts à tout donner, et surtout s'ils ont réfléchi à toutes les conséquences potentielles de leur action défensive, aux conséquences sur leur corps à eux, sur leur liberté, sur leur famille, sur leurs enfants. Si vous pratiquez une discipline, demandez aux personnes qui pratiquent avec vous, mais demandez aussi à vos enseignants. Vous verrez dans leur réaction, dans leur regard, dans leur expression, qu'ils seront gênés de ne pas avoir pensé à le faire plus tôt. Et dans pas mal de cas, vous verrez qu'ils y auront pensé, mais qu'ils ne seront pas allés au bout de la démarche de bâtir une ligne de défense personnelle complète. Pour mettre toutes les chances de votre côté face à des agresseurs, vous devez impérativement étudier les phénomènes de violence, comprendre les stratégies des prédateurs, analyser les failles de sécurité dans vos déplacements quotidiens. Et bien d'autres choses encore qui nécessitent de réfléchir. Croyez-vous vraiment que les agresseurs, eux, font tout à la force et à l'instinct? Croyez-vous vraiment qu'ils ne passent pas des heures à penser et à visualiser leur plan diabolique? Si vous ne faites pas ce travail d'étude théorique de la violence, vous n'êtes tout simplement pas sérieux sur le fait de maximiser la protection de votre intégrité physique. Maintenant, les vigilants et les vigilantes, vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous a pas prévenu. Sans ligne de défense claire, pas d'intervention efficace pour vous ou pour ceux que vous souhaitez aider. Votre vigilance d'une part et surtout votre détermination risque d'être insuffisante si vous devez en venir aux mains. Gardez en tête que vous n'êtes pas un professionnel ou une professionnelle de l'intervention physique, alors que les voyous, eux, sont des professionnels. C'est-à-dire qu'ils attaquent avec une préparation, une habitude et une détermination très forte. Vous devez, vous aussi, travailler cette détermination à vous défendre en amont, avant de vous retrouver face au délinquant ou à la délinquante. L'objectif n'est pas de frapper de manière préventive, c'est de vous mettre en état d'alerte et de réaction maximum dans certains contextes identifiés à l'avance, afin de faire face avec une efficacité optimale si vous êtes aux prises avec un ou plusieurs agresseurs. Donc préparez-vous, ou plutôt programmez-vous, pour qu'un maximum de monde bâtisse leur ligne de défense et ranoblisse notre société.